Chef du 2e corps d'armée, Diaz Bessone était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. Le premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie. Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population. Ils sont partout. Ça peut être quelqu'un qui tient un commerce, ou qui prend des cours à l'université ou au lycée. Ça peut être un professeur, un médecin, un avocat, un ingénieur ou un ouvrier. Et la technique du quadrillage, ça aussi c'est un enseignement des Français? Bien sûr, la division du territoire en zones, sous-zones, c'est typiquement la doctrine française. Et la création de commandos spéciaux, comme en Algérie, qu'on peut appeler des escadrons de la mort. Ici, ça a été différent. Disons des commandos qui entraient dans les maisons. En fait, nous avons opté pour une autre méthode. Il n'y avait pas de force spéciale pour ça, car toute l'armée a fait des opérations de ce type. Dans chaque zone, sous-zone, les unités militaires responsables entraient dans les maisons, arrêtaient puis conduisaient les prisonniers au centre d'interrogatoire. Toute l'armée a participé. Toute. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Est-ce que les Français vous ont enseigné la technique de la gégène? On ne peut pas dire qu'ils nous l'aient enseigné. Ils nous ont expliqué à quoi ça servait. Et puis nous avons adapté la technique au fur et à mesure de la lutte. C'est une méthode que nous connaissions d'ailleurs déjà un peu dans la police nationale et fédérale. Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les mettre en prison? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés. Et ils recommencent. C'est une guerre interne. C'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. C'est une réalité, et ce fut peut-être une erreur. Ça n'a rien à voir avec les disparus d'Algérie. C'était un autre pays. Une fois qu'il a été libéré, les Français sont rentrés chez eux. Tandis qu'ici, chaque disparu avait un père, un frère, un oncle ou un grand-père. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine de 1976 à 1982. Voici l'un des hauts lieux de la répression, l'ESMA, l'école mécanique de la marine. C'est ici que l'amiral Massera, l'un des chefs de la junte, installa une véritable usine de la mort où disparurent au moins 4000 personnes. On sait aujourd'hui que la plupart furent jetées vivantes à la mer après avoir été torturées. C'étaient les vols de la mort,
appelés pudiquement des transferts. Les crevettes Bijard érigées en système, ainsi que le raconte un rescapé de l'ESMA. Les vols de la mort étaient organisés chaque semaine? Ça dépendait de la quantité de prisonniers qu'il y avait dans le camp de concentration, dont la capacité maximale était d'environ 100 personnes. Quand la limite était atteinte, ils accéléraient les transferts. Normalement, il y avait un transfert tous les mercredis, mais parfois ils organisaient 2 avions par semaine. Étudiant en sociologie, Juan fut kidnappé, sauvagement torturé, puis maintenu prisonnier à l'ESMA pendant 2 ans. Quant à sa femme, elle fait partie des disparus de l'école mécanique de la marine, où régnait en maître absolu le capitaine Acosta, alias El Tigre. Acosta était le chef de renseignement de l'ESMA, une espèce de fou qui vivait 24 heures sur 24 sur place. Il était complètement obsédé par la gestion de ses officiers et l'administration du camp de concentration. Il disait régulièrement que son surnom El Tigre lui avait été donné par son maître français qu'il avait formé dans la guerre anti-subversive. Aujourd'hui, Acosta est en détention provisoire. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il torturait à mort. Impossible de l'interviewer en prison, la marine a refusé. Dommage. C'était l'occasion de l'interroger sur la disparition de 2 religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet, qui furent kidnappées en 1977. L'affaire avait provoqué une vive émotion en France. C'est en recherchant des témoins que la piste française repart. Rosario Cerruti est une mère de disparus qui militait à l'association des mères de la place de Mai. Le 8 décembre 1977, une réunion se tient dans l'église Santa Cruz de Buenos Aires quand débarque un commando de l'ESMA. 11 personnes sont enlevées, dont la religieuse Alice Daumont. Par miracle, Rosario échappe à la rafle. Il y a un homme qui a attiré mon attention à l'entrée de l'église. C'était un boiteux qui n'arrêtait pas de faire les 100 pas. J'ai raconté ce détail au consul français qui m'avait convoqué pour que je lui raconte l'enlèvement de la religieuse. Et là, j'ai été très surprise. Il s'est levé et il m'a demandé, est-ce qu'il marchait comme ça? Le consul apparemment savait qui c'était. Plus tard, en 1978, j'ai été invitée en France par la congrégation des religieuses. Je leur ai raconté l'histoire et elles m'ont dit gênée, oui nous savons, c'est un Français d'Algérie. 2 journaux français de l'époque évoquent la présence d'un ancien membre de l'OAS dans l'escadron qui fit disparaître Alice Daumont, puis 2 jours plus tard, Léonie Duquet. Une information que confirme aussi le journaliste Jean-Pierre Bousquet, qui travaillait alors au bureau de l'AFP à Buenos Aires. Il a écrit un livre sur celles qu'on appelait les folles de la place de Mai. Dans l'équipe qui a procédé à l'enlèvement des gens de la Santa Cruz, il y avait un Français, je l'ai eu de plusieurs sources, boiteux, de surcroît, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même pas mal qui collaboraient avec les forces de répression, notamment pas mal d'anciens de l'OAS. Il y en a beaucoup qui avaient été amenés en Argentine avant le coup d'État par López Rega. Donc sa garde rapprochée était faite essentiellement d'anciens de l'OAS d'Oran, des commandos Delta de l'OAS. Avant le coup d'État, López Rega était ministre. Il prépara le terrain aux généraux en fondant la Triple A, l'Alliance argentine anticommuniste, une organisation d'extrême droite qui décima la gauche argentine. Les anciens de l'OAS jouèrent un rôle capital dans la formation de ces escadrons de la mort. Le vice-consul qui suivait de près justement un peu ces groupes, ces anciens d'Algérie, de l'OAS, parce que lui-même avait eu pas mal de connaissances dans ces milieux-là, m'avait bien dit qu'effectivement, le boiteux qui était à l'église devait vraisemblablement être un des anciens de l'OAS. Il le connaissait personnellement. Bertrand de Parseval, ce serait le nom du boiteux français. À la fin de la guerre d'Algérie, il s'est réfugié en Argentine comme un certain nombre de chefs de l'OAS qui échappèrent à la justice française grâce à la complicité de réseaux internationaux. Ma compagnie était basée dans les sous-sols de la mairie d'Alger, ici. Parmi eux, Nicole Bézineau, condamné à la peine capitale pour sa participation au commando Delta
les escadrons de la mort de l'OAS, comme son père, le général Gardy, patron de la Légion étrangère, ou son mari Michel Bézineau, qui prit part au putsch d'Alger. La bataille d'Alger, vous étiez? Ah oui, on a bien rigolé. Curieuse coïncidence. Au moment où les militaires français forment les Argentins à la lutte antisubversive, les chefs de l'OAS sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement de Buenos Aires. C'est un pays assez extraordinaire. Nicolas était sous un faux nom pendant 8 ou 10 ans. Ils nous ont donné des cartes d'identité sous nos faux noms. Sans problème. Des permis de conduire, des comptes en banque, des propriétés, sous des noms dont ils savaient, eux savaient qu'ils étaient faux. On le connaît un peu Bertrand Perceval. Quant au boiteux français, il aurait quitté l'Argentine il y a 3 ans pour s'installer à Bangkok. C'est lors d'un passage dans le sud de la France que la rencontre a enfin lieu. Face d'ange, c'était son surnom dans les commandos Delta de l'OAS. Ça dit-il lors d'un combat de rue à Alger qu'il a perdu sa jambe. Combien de personnes a-t-il tué? Il ne sait plus. Condamné à mort en Algérie, il est emprisonné à Fresnes. Et là, surprise. J'étais à Fresnes et à la sortie, ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur, ils m'ont offert de voyager en Argentine gratuitement avec des tracteurs, etc., des sous. C'était bien. Ils m'ont demandé si je voulais bien partir. J'ai dit bien sûr. En fait, ils voulaient se débarrasser de vous. J'avais un tout petit peu peur. J'étais pas fou, mais je leur ai fait croire. Apparemment, Parseval n'a pas lu les livres où l'on parle d'un boiteux français lié à la disparition des 2 religieuses. Ils doivent en inventer des conneries. Il confirme pourtant avoir été convoqué par le vice-consul Jacques Marquès au moment de cette affaire. J'ai dû être dénoncé à l'époque de cette action par une ancienne fiancée à moi. Je crois. J'ai pensé ça. Elle vous aurait dénoncé à l'ambassade? À l'ambassade. Pour vous embêter? Par méchanceté, par bêtise. Ceruti, qui est Ceruti? C'est l'une des témoins. C'est donc cette femme qui, de bonne foi, n'a pas parlé de moi, mais d'un cojo. Et là, le comte de Marquès a pensé que c'était moi. Voilà. Et pourquoi il a pensé à vous, d'après vous? Ancien Bresse et boiteux. Et donc après, ils vous ont convoqué? Il m'a convoqué, il m'a parlé gentiment au début. Et puis après, il m'a menacé de me faire parler, de m'emmener dans un coin où je ne pourrais plus protéger mes petits copains parce que je serais obligé de parler. Je lui ai dit, ça va pas la tête. Je suis parti, ils m'ont photographié en bas et puis 2 jours après, ils m'ont téléphoné en me disant que c'était fini. Parseval affirme qu'il n'a rien à voir avec l'affaire des religieuses françaises. Ce qui est sûr, c'est qu'en Argentine, les anciens de l'OAS avaient suivi l'histoire de très près. Et notamment Hervé Faure, qui vit à Buenos Aires depuis 40 ans et qui soutient Mordicus, son copain Bertrand. Il y avait peut-être un mec qui boitait qui était français, mais c'était pas Bertrand. Il a été inquiété avec ça, un peu. Le connard de Marquès, il est très bien été obligé de mettre le voilà pour qu'il ferme un peu sa gueule. Bertrand, il ne sait même pas, je crois. Il n'est pas au courant? Il doit être au courant, mais il ne sait même pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce à cause des menaces que l'affaire n'a jamais été vraiment élucidée? Il est possible aussi que l'enquête du vice-consul n'ait pas été encouragée par sa hiérarchie. Car si officiellement le gouvernement français dénonce les abus de la dictature, sur place à Buenos Aires, l'ambassade adopte une position pour le moins ambiguë. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement des 2 religieuses françaises, la consigne de l'ambassade, c'était bon, on fait pas de bruit, on va essayer de régler ça en douceur. Moyennant quoi, ça s'est pas réglé. Et l'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France? L'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Gay, lui, quand il est parti, parce que sa mission était terminée, il a été reçu à l'état-major et il a fait une déclaration en disant qu'il se sentait totalement solidaire des militaires argentins et que dans les mêmes circonstances, il aurait fait la même chose. Ma dépêche a été très très mal prise à l'ambassade. L'ambassadeur était très mécontent. Bon, à l'époque, c'était Destremo qui ne rêvait que de faire venir Giscard en Argentine, de le faire inviter par les militaires argentins. Donc, tout ce qui pouvait nuire aux bonnes relations était malvenu. Jusqu'où est allé le double langage de la France? Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur de la dictature, accepte de répondre à cette question théoriquement hors caméra. Sa réponse est stupéfiante.
Entre nous, j'ai l'impression que le gouvernement français de l'époque vous a largement soutenu pendant ce qu'on appelait le processus. Je dirais que les gouvernants les plus haut placés, la plus haute hiérarchie de la France, nous soutenaient. Mais pas à l'échelon inférieur, où la question des droits de l'homme a vraiment été un problème. Vous savez, l'opinion publique, le monde, sont pleins de gens qui penchent vers des idées progressistes de centre-gauche ou socialistes. Mais racontez-moi, tout à l'heure, vous m'avez parlé de Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Poniatowski? Eh bien, Poniatowski est arrivé ici avec des lettres d'accréditation de l'armée française, en nous proposant de collaborer et d'échanger des renseignements. Ce que nous avons fait.